Le journaliste Pierre Péan s'apprête à publier un livre, Une jeunesse française, qui se penche sur le François Mitterrand jeune homme des années 30-40. L'itinéraire très complexe, atypique, du futur président de la République. Contractuel du gouvernement de Vichy, puis employé au commissariat aux prisonniers de guerre, il en démissionne et s'engage dans la résistance. Mais cette période, contrastée, a deux versants. Il est résistant, mais il est décoré par Vichy. De plus, tout ce que colportait l'extrême droite la plus haineuse semble être vrai. L'étudiant sympathisant avec les croix de feu, la francisque décernée par le maréchal Pétain. L'image du résistant incontestable va s'estomper, au profit d'un portrait plus flou. François Mitterrand avait écrit « Je hais ceux qui veulent fouiller, juger. Les inquisiteurs sont des lâches. » Mon éditeur me dit un jour, faut que tu reçoives un journaliste qui a des choses sur François Mitterrand. Et je reçois Péan, que je ne connaissais pas, et qui m'explique tout ça. Alors moi, j'avais été resté sur ce que m'avait dit François Mitterrand. Je me suis évadé d'Allemagne, je suis resté 3 semaines à Vichy, je suis parti dans la résistance. Et Péan m'explique qu'il est resté pas 3 semaines, mais 18 mois, qu'il a toutes les photos, etc. Et je lui dis, j'arrive pas à croire ça, c'est pas possible, vous êtes fait berner, c'est pas vrai. Et il me dit, oui, mais enfin, ce serait bien si je pouvais en parler à François Mitterrand. Alors je décroche mon téléphone et je lui dis, Monsieur le Président, je suis avec un journaliste qui prétend que vous avez passé 18 mois à Vichy. Et un silence s'installe, il me dit, demandez-lui de passer me voir. Là, j'ai compris que c'était vrai. Je ne savais pas si ça allait être une bombe, mais je pensais en tout cas que ça risquait de poser quelques problèmes. François Mitterrand n'était pas chaud du tout. Et il me disait, mais à quoi ça sert, etc. Et donc, il estimait qu'il n'avait rien à se reprocher. Ce qui est très extraordinaire dans l'histoire de Mitterrand, c'est que tout le monde savait tout, mais rien ne paraissait. Rien. Tout le monde connaissait l'histoire de la francisque. Il y avait des photos qui avaient circulé partout. C'était pas un scoop, l'histoire de la francisque. Ça avait été dit par des journaux d'extrême droite. J'ai trouvé des choses dont lui-même ne se souvenait plus. Et très rapidement, il m'a dit « Mais vous connaissez mieux ma jeunesse que moi ». La photo et la manifestation sur les métèques, c'est la seule qu'il a refusée. Il reconnaissait que c'était lui sur la photo, mais il disait « C'est pas possible ». Donc jusqu'à la fin, il refusait l'histoire de la manifestation contre les métèques. Je ne me suis pas censuré. Et quant à François Mitterrand, jamais, jamais, il m'a demandé est-ce que je pourrais lire un jour, est-ce que vous pourriez ne pas me parler, pas parler de ça. Non, non, absolument jamais. D'ailleurs, je ne lui ai pas parlé non plus de la photo avec Pétain. Il n'est jamais, jamais intervenu. Mitterrand n'a pas dit toute la vérité à Péan, ça. Moi j'en ai des preuves. Il y a au moins 2 témoins qui ont été priés par Mitterrand de donner une certaine version des événements auprès de Péan. Et qui ont reçu qui ont eu des promotions dans les hauts grades de la Légion d'honneur assez importants. Pierre Péan va révéler que François Mitterrand a conservé jusqu'au soir de sa vie des relations d'amitié avec René Bousquet. Ancien secrétaire général de la police de Vichy, il avait joué un rôle central dans la collaboration policière avec l'occupant allemand pour arrêter les Juifs étrangers et accélérer leur déportation. Il avait déclaré « Nous les chercherons. Nous les prendrons là où ils sont. Quelle que soit l'issue de la guerre, le problème juif devra être résolu. » Je devais déjeuner en tête-à-tête avec François Mitterrand. Et j'arrive dans ce restaurant, il est là avec une petite dizaine de personnes. Et le premier à gauche, c'était un monsieur que je ne connaissais pas, auquel tout le monde faisait référence en permanence, avec beaucoup d'obscurité. Un monsieur très sérieux, avec un gilet, des grosses lunettes. Et après le déjeuner, qui était un déjeuner visiblement d'anciens combattants, de copains, ils se tutoyaient tous, je reviens avec François Mitterrand tout seul. Et je lui dis, ça serait bien que vous me disiez qui était qui. René Bousquet. Je n'avais jamais entendu son nom. Et René Bousquet, secrétaire général de la police de Vichy. Je m'arrête. Et je dis, vous m'avez fait déjeuner avec le secrétaire général de la police de Vichy? Il me dit, vous savez, cette période était très compliquée. Il a sauvé la vie de tous ceux qui étaient autour de cette table. Bousquet,
s'était mis à la disposition de Mitterrand et de tous les candidats que patronnait Mitterrand. Et donc c'est comme ça que ce lien s'est maintenu jusqu'au jour où on a découvert qu'il était plus que collaborateur, il avait été l'auteur de la rafle du Vel-d'Hiv, ce qui était pire que tout. En 1978, le magazine L'Express publie un entretien avec Darquier de Pellepoix, directeur du commissariat général aux questions juives, condamné à mort à la Libération et exilé en Espagne. Il y déclare notamment « À Auschwitz, on a gazé, oui, c'est vrai, mais on y a gazé uniquement les poux ». Face aux journalistes, il nie la réalité de la Shoah, puis attribue à René Bousquet toute la responsabilité dans la rafle du Vel-d'Hiv. Quelques semaines plus tard, l'affaire Darquier de Pellepoix arrive, et je lui dis votre ami Bousquet, c'est quand même un monstre. Il m'a dit, je ne le verrai plus jamais. Ce qui n'était pas vrai, puisqu'il a continué à le voir. Il m'a menti là, oui. Beaucoup de gens dans l'entourage de Mitterrand savaient que Bousquet était reçu à l'Élysée, quoi. On le savait. À la Libération, quand Bousquet est jugé, il n'est pas jugé pour avoir tué des Juifs. Parce qu'à Libération, on s'en fout. C'était pas un crime. C'est après qu'on va considérer que c'est un crime. C'est terrible de dire ça. Mais c'est les nazis ont déporté les Juifs, point. Donc s'il n'y a pas de Français qui ont participé. Il est là-dedans, Mitterrand. Est-ce qu'il connaît le détail du rôle que joue Bousquet en première ligne les deals que fait Bousquet avec les nazis sur les enfants. Est-ce qu'on... Les enfants, pas les enfants? Oui, bah les enfants. On vous donne les enfants. On vous fait un cadeau, on vous donne les enfants juifs. Est-ce qu'il est... je ne sais pas. René Bousquet est enterré dans un cimetière du Sud-Ouest. Le fils de René Bousquet m'avait dit qu'on lui avait rapporté que Mitterrand était venu se recueillir sur sa tombe. Si on découpe le parcours de Mitterrand, on trouve Bousquet et on trouve l'Algérie. En 1954, François Mitterrand est ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Pierre Mendès France. Opposé à l'indépendance de l'Algérie, il déclare « La seule négociation avec la rébellion algérienne, c'est la guerre ». Nommé garde des Sceaux, François Mitterrand est chargé de défendre le projet de loi remettant les pouvoirs spéciaux à l'armée. Pour lui, la République ne pouvait pas s'épanouir sans un empire. Il fallait être dans un fait colonial qui était légitime. Quel archaïsme! Quel archaïsme chez cet homme. Il fallait le courage et la vision historique du général de Gaulle pour comprendre que la France et l'Algérie pourraient continuer leur histoire en marchant côte à côte. Nous châtierons d'une manière implacable, sans autre souci que celui de la justice, et en la circonstance, la justice exige la rigueur. Les responsables seront soumis, comme tout criminel, à la loi. Et la loi sera appliquée. Du temps de la guerre d'Algérie, c'est sous François Mitterrand qu'il y a eu le plus grand nombre d'exécutions capitales. C'est sous François Mitterrand, garde des Sceaux, le président, au nom duquel est associée l'idée de l'abolition de la peine de mort, c'est sous sa gouvernance comme garde des Sceaux, ministre de la Justice, qu'il y a eu le plus de gens, de civils, qui ont eu la tête coupée, et qui ont eu la tête coupée, on a les documents depuis, il était le plus dur dans les comités d'appel. Et dans beaucoup de cas, c'était contre l'avis du président de la République. Il est incontestable alors qu'il a eu la main lourde. Et il a fait exécuter 50 personnes. Mendès France, lui, était souvent partisan de mesures de clémence, ce qui n'était pas du tout le cas de Mitterrand. Il n'avait encore jamais été président du Conseil, il pensait qu'il pouvait le devenir, et qu'il ne fallait surtout pas, dans ce climat-là, qu'il donne des signes de faiblesse. Je ne le reverrai qu'une seule fois, parce que la campagne monte, et là, le rapport avec moi, là, sa façon de parler de mon livre n'est plus la même. Je l'ai senti extraordinairement désagréable à mon endroit, me disant que je lui avais fait beaucoup de tort. Il considère le livre comme lui ayant gâché la fin de sa vie. Les silences sur son passé en Algérie, ses explications sur son amitié pour Bousquet, n'ont pas chassé le trouble. Il doit s'expliquer. Le conseiller de François Mitterrand propose à Jean-Pierre Elkabbach, président de France Télévisions, un entretien télévisé en direct de l'Élysée. Dans le livre de Péan ou ailleurs, on n'a jamais relevé de ma part le moindre mouvement, sentiment,
acte, demi-acte, qui soient antisémites. Mais alors là, avec l'affaire Bousquet, ça a provoqué partout de l'incompréhension et vraiment une sorte de gêne. Mais dans votre propre camp, la colère et l'indignation. Tout dépend de quoi vous me parlez. Et bien justement, de votre relation avec Bousquet, on va en parler tout de suite là. Quand vous l'avez connu? Je l'ai connu, je n'en sais rien, mais forcément dans les années 50. Et vous, jusqu'en 49, vous ne le connaissiez pas? Mais non, je ne le connaissais pas. Mais est-ce que vous saviez ce qu'il avait fait? Non, mais qu'est-ce que vous racontez là? Excusez-moi, dites-moi tout. Bien, j'exprimais ce que mais quand on dit c'était un ami, est-ce que c'était un intime de François Mitterrand? Mais non, c'était pas un intime. Ou un ami? On dit la relation amicale. Écoutez, on dit ce qu'on veut dire. Ça, c'était, on va dire, en 1950. Et jusqu'en 1978, aucune question ne sera posée. Et pendant 30 ans, il vivra comme ça, à Paris. Et c'est pour ça que vous dites à Péan que vous l'avez vu avec plaisir. On continue à le voir et même il vient ici, dans cette maison. Mais aveugle sur quoi? Mais de quoi me parlez-vous? Ça, c'est tout à fait Mitterrand. C'est quand il est placé devant une contradiction pareille, au lieu de y sentir en réagissant avec superbe, en disant, mais enfin, vous n'imaginez pas que moi, François Mitterrand, j'ai pu m'abaisser, avoir des fréquentations, enfin... Il est monté sur ses grands chevaux et finalement, ça n'était pas convaincant du tout. 31 décembre 1994, droit dans les yeux, affaibli par la maladie, François Mitterrand adresse ses derniers vœux aux Français. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Le 8 janvier 1996, François Mitterrand décède. 20 ans plus tard, est-il toujours aussi présent dans les mémoires? Qu'a-t-il légué à la France? Les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. Et des changements en 2 septennats, il y en a eu. La décentralisation, l'abolition de la peine de mort, des grands travaux ou encore l'instauration du RMI, un revenu minimum d'insertion pour pallier l'échec de la lutte contre le chômage. Un échec et un changement de cap. Bonjour monsieur. En 1983, François Mitterrand, le socialiste pur et dur, amorce un virage libéral. C'est l'endettement actuel des entreprises françaises qui est préoccupant. Il faut réduire les charges. Des volte-face et toujours beaucoup d'aplomb. François Mitterrand, c'est aussi un style corrosif et stratège, comme lorsqu'il favorise par la proportionnelle l'essor de l'extrême droite jusque sur les bancs de l'Assemblée nationale au nom du débat démocratique. Il aurait lancé la carrière télé de Jean-Marie Le Pen. Ça a notamment été documenté par Thomas Legrand, Emmanuel Faux, Gilles Pérez dans un livre qui s'appelle La main droite de Dieu. Il y a un chapitre très intéressant avec plein de détails qui rappelle ce qui s'est passé en 82, le 26 mai 82 précisément. Jean-Marie Le Pen, donc le FN était un petit parti à ce moment-là, écrit une lettre à François Mitterrand dans laquelle il se plaint de l'absence de caméras lors du 6e congrès de son parti. La lettre arrive à bon port, il la passe à de bonnes personnes. Et le 22 juin, donc très peu de temps après, François Mitterrand répond, et il répond notamment ceci, je le cite, « Il est regrettable que le congrès d'un parti soit ignoré par radio-télévision. D'ores et déjà, je demande à monsieur le ministre de la Communication d'appeler l'attention des responsables des sociétés radio-télévision sur le manquement dont vous m'avez saisi. » Et la suite, on la connaît. Une semaine après, Jean-Marie Le Pen était l'invité du journal du soir de TF1, qui était encore une chaîne publique. Et puis peu de temps après, en février 84, il est l'invité pour la toute première fois de l'heure de vérité, émission culte. C'est un record d'audience absolue. Et surtout, alors que le FN enregistre à peine une quinzaine d'adhésions par jour, on passe à 1000 bulletins par jour après cette émission-là. Jacques Lang, qu'est-ce qui s'est passé? Une simple question. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de François Mitterrand au moment où il écrit cette lettre et il appelle les patrons de chaîne? Vous avez parlé longuement, j'essaie de m'expliquer. C'est une chronique, Jacques Lang. Il s'est passé que, quand même, qu'aurait-on pensé d'un président de la République qui a, disons, sur le front des libertés, notamment audiovisuelles, ouvert largement les portes et les fenêtres, aurait maintenu un interdit à l'égard d'un parti, quel qu'il soit. Qui considérait que c'était un parti comme les autres, le Front National? C'est pas un parti comme les autres, c'est pas mon parti ni celui de François Mitterrand, encore moins. Mais il n'y avait aucune raison, il n'y a toujours aucune raison pour qu'on empêche un parti ou une organisation qui est démocratiquement reconnue, le Front National n'est pas interdit, de s'exprimer à la télévision, à la radio. Et la deuxième chose,
c'est quand on évoque la proportionnelle, vous l'avez dit d'un mot tout à l'heure, qui a été introduite pour les élections de 86, mais c'était dans le programme électoral présidentiel de François Mitterrand en 81. Et il a introduit la proportionnelle avec Laurent Fabius, non pas du tout pour permettre au Front National d'obtenir des sièges. Et ça a eu cet effet. Non. D'aucuns l'ont cru. Pour que la majorité socialiste, plutôt pour limiter la casse, disons-le. On va parler de réalisme, pour limiter la casse. Car si le scrutin majoritaire avait été maintenu, je pense que Mitterrand aurait eu de grandes difficultés à se maintenir au pouvoir. Mais alors, avec le recul, et même si ça n'était pas machiavélique chez François Mitterrand, la réalité, elle est là. C'est-à-dire que, de mémoire, en 1981, Jean-Marie Le Pen n'a même pas les 500 signatures pour se présenter à l'élection, et il est sur une rampe de lancement sous François Mitterrand. Je ne dis pas grâce à François Mitterrand. Mais j'ai oublié, excusez-moi, une seconde. Non, mais ces légendes méritent d'être... ces bobards ou ces canards méritent d'être contestés. Vous oubliez 83. 83, c'est-à-dire... le parti gaulliste, le parti de Jacques Chirac, qui fait alliance avec le Front National à Dreux pour battre la mère sortante socialiste. Et ça a été le point de départ, précisément, des compromissions entre les partis républicains, disons, conservateurs, et le Front National.